Une production des studios Bass. Les 10, 11, 12 avril, c'est le Salon de l'Auto de l'Outaouais, 5e édition. Véhicules à essence, électrique et hybride. 23 concessionnaires, plus de 170 véhicules. Et c'est routiers, conférences et plus encore. Nouveautés, véhicules récréatifs sur place. Complexe Branche-Aubrière à Gatineau. L'épisode de cette semaine est une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec. Votre source incontournable d'informations. Fini les subventions pour les bornes personnelles non connectées. 4 925 milliards de dollars d'ici 2032 pour le marché mondial des VE. La flambée des prix du pétrole avantage certains pays. Stellantis donne accès aux superchargeurs. On fait quoi quand on n'utilise pas notre voiture électrique pendant une longue période de temps? Retour dans le rétro, on parle des véhicules électriques lourds. Et en grande entrevue, des participants de la mission Chine. Ça, effectivement, des voitures, si on en a vu, écoute, on se revirait à la tête d'un bord puis de l'autre, puis c'était juste ça qu'on voyait. C'est facilement un bon 2/3 des véhicules qui sont électrifiés. Puis c'est autant au niveau des autobus que les automobiles qu'on voit qui se promènent partout, des systèmes de livraison, les motocyclettes électriques. Bienvenue à la 218e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien tout le monde, que vous avez passé un magnifique 2 semaines. Beaucoup de choses continuent de se passer. On ressent, je l'ai dit, je pense qu'il y a 2 semaines, mais l'effervescence revient et le prix de l'essence, c'est-tu un élément, un facteur important ça pour voir l'engouement des gens vers les voitures électriques, les questions commencent à revenir, les besoins de conférences augmentent, la sollicitation pour donner de l'information sur le sujet est là. Donc, c'est le temps, profitez-en. On l'a écrit sur notre page Facebook, mais je vous le redis, là, la hausse du prix de l'essence, ça devrait être un bon prétexte, une belle porte d'entrée pour jaser avec les gens de votre entourage, leur dire ce que ça vous coûte à vous, puis peut-être les amener à réfléchir à la possibilité de passer électrique. Mais de grâce, tombez pas dans le panneau de les narguer, de vous péter les bretelles d'une façon un peu baveuse, comme on dit, parce que quand on est trop arrogant, je pense qu'on n'atteint pas notre but d'amener les autres à vouloir rejoindre notre position. On fait plutôt juste les fermer là, à l'écoute et puis les empêcher de vouloir aller plus loin dans la discussion. Donc, soyez ouverts d'esprit, mais profitez de ce levier extraordinaire pour expliquer un peu les avantages, les nombreux avantages financiers, certes, avec le prix de l'essence, mais également au niveau de l'environnement, du plaisir de conduite. Donc, tout est là pour faire votre petit laïus dans une situation comme celui-là. Dans un autre ordre d'idée, un élément d'information important, mais le gouvernement du Québec a maintenant annoncé qu'officiellement, il l'avait dit dans sa politique sur la recharge il y a presque 2 ans maintenant que ça s'en viendrait, mais là, ça arrive, c'est pour le mois d'avril. Seules les bornes de recharge résidentielles intelligentes ou programmables là, seront éligibles à la subvention. Donc, fini la subvention sur les bornes de recharge qui ne sont pas connectées. Et la raison est fort simple. Les gens peuvent dire « Ouais, pourquoi je paierais pour ça? » En fait, vous allez avoir la subvention, là, c'est ça la bonne nouvelle. Mais la raison, c'est que ces bornes-là sont des bornes qui sont compatibles ou éligibles au système de gestion de puissance. Donc, que ce soit avec ILO d'Hydro-Québec ou d'autres systèmes, vous pouvez interrompre à distance ou limiter la puissance de votre borne à distance dans des moments soit d'appel de puissance du réseau, des moments de pointe où on nous demande de faire attention. Donc, ne pas subventionner des bornes qui sont intelligentes, donc permettre de continuer de vendre des bornes non intelligentes et les subventionner, c'est subventionner des problèmes à long terme. Donc, dans 5, 10, 15 ans, on va avoir besoin, on n'aura plus le choix de faire une gestion de puissance et les bornes ne seront pas compatibles. Donc, je pense que c'est un choix logique que d'aller dans cette direction-là. Ça fait plusieurs années, moi, que je dis là, que ça devrait être le cas et c'est ce qui s'en vient.
On a une émission vraiment intéressante aujourd'hui. On a une chronique par où commencer avec notre ami Sébastien Côté. On a également une petite chronique Retour dans le rétro. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. On a ça un peu plus tard, mais en grande entrevue, je pense que tout le monde, là, vous voulez entendre ça. On a deux entrepreneurs qui font partie de la délégation qui est allée en Chine pour la compagnie, là, visiter la compagnie Sig Energy, mais également faire un tour d'entreprise là-bas puis voir un peu l'état de la situation, autant en ce qui a trait à la gestion de l'énergie, les batteries pour accumuler de l'énergie, les batteries, bien sûr, mais également les véhicules électriques, les infrastructures de recharge. Ils ont vu plein de choses au-delà de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, puis les gens disent « Ouais, mais c'est-tu vraiment comme ça? On entend ça de la Chine, mais c'est-tu vraiment ça là-bas? » Ben, ils sont allés puis ils viennent nous le dire, ce qui se passe. Donc, manquez pas ça en grande entrevue. C'est vraiment intéressant et ça l'ouvre des perspectives extraordinaires sur ce qui s'en vient. Alors, sans plus tarder, je vous suggère qu'on aille tout de suite écouter nos actualités dans le monde de l'électromobilité. Chez Bourgeois Chevrolet, l'électrique, ce n'est pas l'avenir, c'est maintenant. Ici, pas de pression, pas de vente forcée. Juste une équipe qui vous écoute vraiment et qui vous accompagne selon vos besoins. Parce qu'acheter un véhicule électrique, ce doit être simple, clair et agréable. Bourgeois Chevrolet, c'est le spécialiste en véhicules électriques au Québec, autant pour la vente que pour la mécanique. Des conseillers passionnés, des techniciens certifiés, bref, des pros qui savent de quoi ils parlent. Et quand on parle de service, on parle de vrais services. Une flotte complète de véhicules de courtoisie 100% électriques parce qu'on veut que vous restiez en électrique du début jusqu'à la fin. Mieux encore, profitez de notre service gratuit de voiturier. On va chercher votre véhicule directement chez vous et on vous le ramène une fois l'entretien terminé. Zéro déplacement, zéro stress. Le jour de la livraison, on prend le temps. On vous fait une explication détaillée de votre véhicule électrique. Recharge, application, conduite, fonctionnalité. Vous repartirez maître de votre VE. Et ce n'est pas tout. Bourgeois Chevrolet est le premier récipiendaire au Canada du prestigieux EV Award Hall of Fame de Plug and Drive. Une distinction qui confirme ce que nos clients savent déjà. Ici, l'électrique, c'est notre marque de commerce. Bourgeois Chevrolet, 450-834-2585 ou au www.bourgeoischevrolet.com. Les actualités sont une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un incontournable pour être bien informé et accompagné avec votre voiture électrique. Devenez membre en visitant le www.aveq.ca. Le marché mondial des véhicules électriques entre dans une phase d'expansion spectaculaire. Selon une récente analyse de Maximize Market Research, sa valeur pourrait atteindre près de 4 925 milliards de dollars d'ici 2032 contre 1 304 milliards en 2025, ce qui représente un taux de croissance annuel composé impressionnant de 20,9 %. Tout ça s'explique par plusieurs phénomènes, dont une croissance alimentée par des avancées technologiques majeures, une adoption qui s'étend à plusieurs segments dont les véhicules commerciaux, les flottes logistiques, les deux roues, les transports publics, des opportunités économiques importantes comme la recharge ultra rapide, les remplacements de batteries, donc le battery swapping et les systèmes de véhicules à réseau, le V2G, une plus grande tendance qui redéfinissent les marchés, ainsi qu'un écosystème durable plus complet. La flambée du prix du pétrole a évidemment des effets importants sur les ventes de véhicules électriques. Ça stimule la vente des véhicules électriques. Et ça a des effets aussi sur certains pays, dont la Chine et l'Europe, qui sont déjà bénéficiaires de ces avantages-là. Le premier effet de cette transition est visible dans un pays où le prix du pétrole est fixé à 80 $. La Chine, où les voitures électriques représentent désormais 50 % des ventes de véhicules neufs, a économisé près de 28 milliards de dollars d'importation de pétrole grâce à sa flotte électrique actuelle. En Europe, au sens large, incluant les Royaumes-Unis et la Norvège, les économies sont également notables, avec environ 8 milliards de dollars d'importation de pétrole évitée. Ces chiffres illustrent l'impact macroéconomique d'une adoption massive des véhicules électriques. Le constructeur automobile Stellantis franchit une étape majeure dans l'électrification de ses marques en donnant désormais accès à ses clients au vaste réseau de recharge rapide de Tesla à travers l'Amérique du Nord.
Depuis 2 semaines ou 3 semaines environ, les propriétaires de certains véhicules électriques de Stellantis peuvent utiliser les 27 500 bornes du réseau de superchargeurs Tesla au Canada et aux États-Unis. Cette annonce marque un avantage important pour l'accessibilité à la recharge rapide, notamment pour les marques du groupe comme Dodge, Jeep, Ram, Fiat et Maserati. C'est un virage qui est tardif dans le cas de Stellantis, disons-le, mais quand même incontournable. Le EV Charging Expo, le plus grand événement canadien consacré à l'électrification des transports, sera de retour les 8 et 9 avril prochains à l'Encare Center de Toronto. Et pour sa 4e édition, l'expo promet une programmation élargie, de nouvelles expériences immersives et un rassemblement sans précédent d'experts, de décideurs et d'acteurs clés de l'écosystème des véhicules électriques. Événement qui est évidemment destiné aux professionnels du secteur public et privé, l'EV Charging Expo s'adresse aux organisations souhaitant intégrer les véhicules électriques et les infrastructures de recharge à leur flotte et à leurs installations. L'événement crée un lien direct entre les décideurs et les spécialistes capables de transformer les ambitions d'électrification en projets concrets. Weave annonce cette semaine le lancement de Avigo, une nouvelle entreprise appelée à redéfinir l'autopartage électrique au cœur des milieux de vie et de travail. Avec cette initiative, le groupe structure sa croissance et affirme une ambition très claire, devenir un acteur majeur de la mobilité électrique à l'échelle canadienne. Issu de Weave, Avigo se positionne dès son lancement comme une plateforme nouvelle génération d'autopartage électrique pour mieux s'intégrer directement aux environnements urbains modernes et aux tours résidentiels et aux tours à bureaux. Avec Avigo, l'autopartage ne se limite pas seulement à un service, il devient une commodité au même titre qu'une salle de sport, d'une piscine ou d'un immeuble moderne. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Sébastien Côté, considérez-vous comme salué. Merci beaucoup, Martin. Toi aussi. Écoute, on va s'en sortir de l'hiver? Je le souhaite. Oui. On s'en va là. On s'en va là. On est dans la bonne direction. Si tu n'as pas déjà réservé ton souper à cabane à sucre, là, c'est le temps. Oui. Ouais, il faut le faire. Écoute, paradoxalement, souvent, les snowbirds partent passer l'hiver en vacances et puis nous reviennent au printemps. Puis nous, on va parler de partir en voyage à l'étranger pour une certaine période de temps. C'est pas grave parce que les gens peuvent voyager à l'année longue, puis on est tous susceptibles de faire des voyages de courte, moyenne ou longue durée. Et il y a beaucoup d'informations qui circulent sur ce qu'on doit faire ou pas faire avec notre véhicule électrique pendant cette période-là. Et c'est ce que j'aimerais que tu nous... c'est le sujet que j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui. Donc, on fait quoi si on part 2 semaines, 1 mois, 6 mois avec notre véhicule électrique? On le branche pas, on le met dans le garage, on déplugue la batterie. Qu'est-ce qu'on fait avec? Regarde, c'est un sujet que c'est normal de se poser des questions, là, surtout si on est aux premières armes là, avec un véhicule électrique. Puis aussi pour le fait qu'il existe quelques théories qui circulent par rapport à ça. Puis l'expérience aussi des manufacturiers, avec l'expérience sur les batteries aussi, qu'on apprend et on améliore les procédures par rapport à ça. Donc, je vais juste toucher l'aspect là, de batterie haute tension, là, ce qu'on peut faire attention sur un véhicule électrique. Je ne toucherai pas là, à de l'entreposage là, sur un véhicule qu'on ferait là, à chaque 6 mois, surgonflage des pneus, puis différentes préparations qu'on fait pour un véhicule à long entreposage. OK. Donc, la durée de votre absence, c'est quand même l'élément premier à considérer, là, parce que c'est un facteur clé. Oui, un week-end, on fait rien. On fait rien là-dessus. Puis, les conseils restent sensiblement les mêmes, là, mais plus l'absence va être longue, il
plus il faudra y adhérer à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais avant de continuer, on veut juste dire qu'on va parler quand même de conseils généraux ici, mais il est important de mentionner que la vraie source d'information, c'est le manuel du manufacturier. Tout à fait. Ouais, quelques manufacturiers l'ont dedans et surtout pour des absences là, de 4 semaines et plus, mais ça passe en avant des recommandations qu'on va faire aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, si le manufacturier a pris la peine dans son manuel, je le sais que Chevrolet le fait, puis d'autres le font, de dire, pour une absence de 1 mois ou 2 mois et plus, voici ce que vous devez faire. C'est ça que vous faites, là. Tu sais, les ingénieurs qui ont pris la peine de concevoir les manuels alignés avec le véhicule, il y a une raison pourquoi ils ont écrit ça. Mais en l'absence, parce qu'il y a certaines marques pour lesquelles c'est pas très bien écrit, les grandes lignes, c'est de ça dont on parle. Hein, puis on n'est pas très loin, de toute façon, des recommandations des manufacturiers là-dedans. Là. Non, c'est ça. Puis, donc, dans le fond, on va rester avec des choses que vous avez probablement entendues. Là, dans le fond, si vous partez juste pour une semaine, vous stationnez à l'aéroport, qu'il n'y aura pas de possibilité d'être branché, il n'y a aucun problème. Le véhicule n'aura pas de problème. Vous le laissez sous la barre du 80 %. On voudrait pas. On n'arrivera pas à l'aéroport à 100 % parce qu'on va... On a roulé pour s'y rendre, oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, le véhicule perdra même pas 1 ou 2 % à moins peut-être du conditionnement de batterie de 12 volts qui pourrait arriver. Ou d'une Tesla qui est en mode où les caméras s'activent à chaque fois que quelqu'un voit Sentinelle. Ça te draine une batterie. Vous avez une Tesla, désactivez le mode Sentinelle si vous ne voulez pas drainer votre batterie à chaque fois qu'il y a un passant qui passe près du véhicule. Là. Effectivement. Puis ça va, à ce moment-là, ce mode-là, je ne sais pas si d'autres manufacturiers le font, mais une autre règle là, qu'il faut faire attention, c'est de désactiver le préchauffage. On a nos minuteries de préchauffage. Oui, l'auto va vouloir préchauffer à tous les matins. Par contre, c'est pas branché normalement. Il y a plein de modèles que quand c'est pas branché, le préchauffage ne démarre pas. Hein. Et faire attention, dans certains menus, on pourrait avoir fonctionnement sur batterie autorisé. Oui, puis faire attention de ne pas oublier de désactiver. Ouais. Fait que là, tu chauffes ton auto pour rien pendant 2 semaines dans le stationnement de l'aéroport, toi, matin à 7 heures. C'est pas l'idée. Oui, ça descend une batterie inutilement. Ouais. Donc, mais si votre absence est plutôt là, de 1 à 6 mois, puis que, comme on disait tantôt, qu'il n'y a pas de recommandation précise, là, il va plutôt être suggéré de laisser le véhicule branché avec un niveau de charge autour de 50 %. Puis aussi limiter le niveau de recharge aussi à 50 %. Donc, il ne montera jamais en haut de 5. Oui, s'il est branché, vous le laissez à 50 % mais vous le branchez, puis votre paramétrage du véhicule dit de le charger jusqu'à 85 %, dès le lendemain, il va charger à 85, vous ne serez pas à 50. Donc, vous roulez, puis vous arrangez pour que votre véhicule soit à peu près à 50 %, puis vous paramétrez votre recharge dans le tableau de bord du véhicule à 50 si vous le branchez. Parfois, le manufacturier conseille de ne pas le brancher. S'il conseille de le brancher, limitez-vous. Programmez pas un pourcentage plus élevé que celui que vous voulez si vous ne voulez pas que ça monte trop haut. Là. Exact. Il est particulièrement pratique ou intéressant de l'avoir branché justement dans ces conditions-là. C'est souvent quand on va être en plein milieu d'été, quand il fait très chaud ou dans les périodes très, très froides, il arrive certains manufacturiers qui vont réguler la température de batterie, soit la refroidir ou la réchauffer. Ce système-là, parfois, ne fonctionnera pas s'il n'est pas branché. Donc, vous allez peut-être avoir une surchauffe là, qui pourrait se faire là, pendant qu'elle est stationnée sur l'asphalte. Mais ou des fois, les systèmes pourraient fonctionner aussi. J'en connais pas particulièrement. Mais à ce moment-là, vous allez perdre un peu d'énergie dans la batterie. Donc, c'est un conseil à avoir. Puis, important, désactiver les minuteries de préchauffage parce que on l'a dit, même si on est branché, c'est le fun, ça va remettre de l'énergie, mais à quoi bon remettre de l'énergie pendant 3, 4, 5 semaines juste à réchauffer l'habitacle pour le plaisir? Donc, désactiver ça. Puis, le mode Sentinelle Tesla qu'on a parlé aussi tantôt, là, ça serait important de désactiver. Il serait peut-être conseillé aussi là, de brancher un chargeur intelligent sur la batterie 12 volts, là, dépendant des conditions d'entreposage que vous allez faire, tout comme les véhicules à essence. Parce qu'on sait que les batteries 12 volts sur les véhicules électriques, je ne dirais pas que c'est le point faible, mais je pense ne pas trop me tromper en disant que la vaste majorité des manufacturiers, ils vont assez minimalistes dans la qualité de la 12 volts. Puis la batterie 12 volts, on sait que dans un véhicule électrique, on a une grosse batterie 400 ou 800 volts. Là. Mais la batterie 12 volts est importante. C'est elle, qui permet au véhicule de démarrer. Donc, toute l'électronique du véhicule ne fonctionne pas sur le 400 volts, là, fonctionne sur le 12 volts. Si cette batterie-là se décharge, normalement, c'est le véhicule, en roulant la batterie 400 volts, qui va recharger la 12 volts. Si le véhicule est entreposé, qu'on ne roule pas, et que la 12 volts s'affaiblit sans jamais se recharger, à un moment donné, quand vous allez arriver, c'est que le véhicule ne voudra plus démarrer.
redémarrer, vous êtes obligé de survolter votre batterie 12 volts, la recharger, en fait, pour être capable de redémarrer. Donc, un petit chargeur intelligent qu'on branche dessus, lui, quand il voit que la 12 volts semble faiblir un brin, ben, il retourne d'énergie dedans, donc il maintient à flot la batterie, qui se maintient par elle-même à flot quand vous utilisez le véhicule, mais puisque vous ne l'utiliserez pas pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ben, le chargeur intelligent vient faire la job. Oui. Puis, peut-être un peu de fantaisie là, dans les autres trucs là, pour quand on part longtemps, ben, l'autre option, ça serait de laisser votre véhicule à un membre de la famille, un ami, un voisin. Particulièrement s'il n'en a pas déjà un véhicule électrique, parce que là, non seulement vous avez quelqu'un qui va s'assurer que votre véhicule va se charger tout le temps, évidemment, vous lui montrez comment ça marche avant, mais en plus, vous allez lui donner la piqûre. Oui. Puis là, il va être déneigé, il n'y aura pas de limite à régler, on ne se casse pas la tête. Puis, comme tu as mentionné, ça va faire peut-être un véhicule à combustion de moins qui roule sur la route pendant cette période-là. Tout à fait. Écoute, je pense que ça trace bien le topo du sujet. Tu sais, on parlait des manufacturiers tantôt, là, puis, tu sais, mon véhicule à moi, là, ben, le manufacturier, ce qu'il dit, puis c'est écrit noir sur blanc dans le guide, il dit de laisser la grosse batterie, donc la batterie de traction, là, à 30 %. Tu disais 50 tantôt. Moi, le manufacturier, il dit, si tu laisses à 50, je pense pas que c'est bien dangereux, mais le manufacturier suggère 30. Il suggère de ne pas brancher le véhicule, probablement pour éviter une recharge du véhicule, parce que de mémoire, dans mon véhicule, je ne peux pas programmer une recharge en bas de 50 %. Là. Donc, je ne pourrais pas le laisser à 30. Si je suis branché, dès le lendemain, il se rechargerait à 50 %. Il suggère également, comme tu as dit, de brancher un chargeur intelligent sur la batterie 12 volts. Et il suggère également, important, de laisser les manettes à plus de 10 pieds du véhicule pour éviter que... Parce que mon véhicule, quand j'approche du véhicule avec les clés, le véhicule détecte que j'arrive puis s'active. Donc, seulement, il ne démarre pas le véhicule, mais il y a de l'activité. Il se réveille, le véhicule se réveille, il y a des lumières qui allument dessus. Si nos clés sont trop proches, le véhicule pourrait occasionnellement se réveiller et consommer d'énergie. Donc, si on met nos clés à plus de 10 pieds du véhicule, on s'assure que le véhicule ne détectera pas les clés puis qu'il ne se réveillera pas. Donc, ça, c'est ce que mon manufacturier, moi, me dit de faire. Donc, si je partais pour un mois et plus, je respecterais cette commande-là. Regardez dans votre manuel s'il y a quelque chose d'écrit, vous faites ce qu'ils disent. Sinon, ben, nos conseils sont assez proches du bullseye, là, je pense. Hein. Oh oui. Puis par rapport à ce que tu dis, là, on a commencé en disant là, justement, les manufacturiers vont en mettre de plus en plus, peut-être des recommandations comme ça, parce qu'on gagne l'expérience. Donc, suivez le guide. Suivez le guide. Oui. Lisez-le surtout. Hein. Je pense que on a un peu tous ce problème-là de ne pas prendre le temps de lire notre manuel, mais il regorge d'informations et ça évite qu'on pose des questions pour lesquelles les réponses sont déjà noir sur blanc, bien écrites par des gens compétents, ce qui n'est pas toujours le cas de ceux qui nous répondent quand on écrit ça sur les réseaux sociaux. Soit dit en passant, il n'en déplaise à certains. Mon cher Sébastien, je te souhaite un bon mois. On se revoit le mois prochain. Puis d'ici là, les gens qui veulent t'écrire ou te poser des questions font ça à l'adresse courriel sébastien.côté@silenceonroule.com. Merci beaucoup, Sébastien. Bye-bye. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydrosolutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Il y a tout juste quelques semaines, en fait, une délégation de plusieurs personnes du Québec, de gens impliqués dans le domaine de l'électromobilité, de l'énergie, ont fait un magnifique voyage en Chine.
Ils ont vu plein de choses, puis je veux pas vendre de punch puis dire les choses à leur place, fait que je veux vraiment qu'ils en parlent eux-mêmes. Alors, pour en parler avec nous, j'ai 2 personnes qui étaient évidemment du voyage. Hein. Donc, le premier, Ghislain Lejeune. Bonjour, Ghislain. Bonjour. Et ensuite, j'ai Sébastien Potier. Bonjour, Sébastien. Salut, Martin. Messieurs, vous étiez là. Sébastien, je te pose la question à toi. Vous étiez combien à faire le voyage? On était 24 au total. OK. Ouais, 24 de gens du Québec. De partout, là. C'est pas juste des jeunes. C'est partout au Québec, là. C'est des gens dans différentes sphères, effectivement, impliqués dans le domaine de l'électrification. Quel était pourquoi ce voyage-là? Qui organise ce voyage-là et pourquoi? En fait, l'initiative vient d'un partenaire qui s'appelle SIG Energy et Sylvain Juteau qui a justement cette entente-là de distribution partout au Canada. En fait, là, c'est du Canada. Et Sylvain a décidé d'inviter des partenaires justement parce qu'on allait visiter les usines, le siège social, voir comment tout ça se passait. La culture aussi de travail là-bas, puis la culture chinoise aussi. Pour s'imprégner de Pour ceux qui connaissent, parce que tu parles de SIG Energy, c'est probablement pas tout le monde qui sait qui est SIG Energy, ce qu'ils font. Ghislain, peux-tu nous dire un peu ce que c'est, comprendre l'entreprise qui vous amène là, c'est une entreprise qui fait quoi? SIG Energy, c'est un système d'accumulateurs, de batteries et d'inverters, d'onduleurs en français. Donc, c'est un système avec des batteries qui s'empilent une par-dessus l'autre qu'on peut mettre dans notre garage ou dans une entreprise pour accumuler de l'énergie. On peut également connecter des panneaux solaires parce que l'onduleur peut accepter jusqu'à 23 kW de panneaux solaires. Et c'est la première aussi compagnie qui offre un système de recharge bidirectionnel en niveau 3, pour ceux qui connaissent bien les véhicules électriques. Donc, c'est vraiment intéressant parce que notre voiture s'intègre vraiment au réseau d'Hydro-Québec. On peut charger notre voiture avec la borne V2X et on peut retourner l'énergie soit à notre maison ou au réseau. Donc, on devient un atout pour le réseau et non quelque chose qui met une pression de plus sur le réseau. Bien sûr, et on l'a souvent dit à Silence on roule et à plein d'autres plateformes, les gens qui voient la voiture électrique comme étant un ennemi du réseau, bien faite, ça peut devenir un allié. Mal faite, oui, ça peut être un ennemi, là, mais bien faite, ça peut même devenir... Non seulement ça ne sera pas un ennemi, mais ça va être un allié à partir du moment où tu peux retourner de l'énergie dans les moments où le réseau en a besoin. Donc ça, c'était la raison, la motivation. Vous alliez visiter cette usine-là. Ben, vous l'avez visitée, donc, puis vos impressions, Sébastien? En fait, on a l'impression qu'en Chine, on a des usines, les gens sont moins bien traités, les environnements de travail sont plus sales, c'est plus cheap. Mais nous, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu de nos propres yeux, c'est que les Chinois sont très travaillants, sont super bien équipés, ils ont des normes d'inspection, ils ont des postes de travail, on pourrait manger à terre, puis de très grande qualité de fabrication. Là. Nous, dans la délégation, on avait des électriciens, on avait des ingénieurs, on avait des installateurs solaires, on avait des gens qui sont impliqués dans le domaine de l'électrification des transports. Et ces gens-là, ils ont fait comme, OK, là, on vient de constater qu'on est ailleurs. Là. On est un autre monde. C'est l'autre bord de la planète. L'image du cheap qu'on associe souvent à la Chine pour des raisons peut-être historiques, mais on sait que dans les dernières années, ça a beaucoup changé. Il faut commencer à se défaire ça là, de la tête. Là. C'est pas du cheap que vous avez vu. Là. Non, en fait, ce qu'on a vu, puis le mot à retenir, c'est l'innovation. Puis tu sais, c'est ça que les Chinois veulent montrer. Puis cette innovation-là, je pense qu'il faut s'en inspirer. Puis souvent, mais en Amérique du Nord, malheureusement, on est en retard par rapport au marché. Mais on a intérêt à s'inspirer des gens en Europe, en Chine, et accepter de collaborer ensemble. On est tous sur la même planète, de toute façon. Ouais. C'est le même soleil qui plombe sur nos panneaux solaires. C'est juste que c'est à l'autre bout du monde. Ghislain, je sais que tu es ingénieur de profession, tu es intéressé au domaine de l'énergie, tu t'intéresses beaucoup au domaine de l'énergie. Au-delà du produit que tu connais ici, parce que, bon, je sais que tu es impliqué avec ce produit-là ici, localement, mais ce que tu as vu là-bas par rapport à ce que tu connaissais ici, est-ce que c'est à la hauteur de tes attentes? Ah oui, effectivement, ça dépasse même mes attentes. On a vu l'usine de SIG Energy, mais ce qu'on a vu vraiment, c'est une nouvelle usine à fine pointe de technologie avec des robots soudeurs, avec des processus de gestion de la qualité, d'évaluation de la qualité incroyable. Donc, on s'aperçoit que
Puis ce qui était impressionnant aussi, c'est que je regardais les machines, puis plusieurs machines n'étaient pas faites en Chine. C'était des machines qui venaient d'Europe, d'Allemagne, des Pays-Bas, de plusieurs places dans le monde. Donc, ne sont pas fermés, les Chinois, sont vraiment ouverts à intégrer ce qui est le meilleur à travers la planète. Oui, ils ont peut-être on ne parlera pas trop du régime politique, mais au niveau entreprise puis au niveau développement des affaires, ils sont vraiment à la fine pointe de la technologie, puis ils intègrent ce qui se fait de meilleur sur la planète. Ça m'a vraiment impressionné. Ouais. Les gars, on est à Silence on roule. On parle de voitures électriques beaucoup au balado pour des raisons évidentes. Vous êtes allé là-bas, pour SIG Énergie, mais vous êtes allé dans un pays qui a eu une transformation majeure au niveau de ses transports dans les dernières années. Si on se fie à ce qu'on lit, en tout cas, puis vous êtes allé là-bas, donc vous avez vu de vos propres yeux, c'est un pays qui s'électrifie à vitesse grand V. Est-ce que vous avez constaté ce tournant-là vers l'électrique quand vous êtes allé en Chine? En avez-vous vu des voitures électriques? Oui, je vais y aller avec ça, effectivement. Des voitures, si on en a vu, écoute, on se revirait la tête d'un bord puis de l'autre, puis c'était juste ça qu'on voyait. C'est facilement un bon 2/3 des véhicules qui sont électrifiés. Puis c'est autant au niveau des autobus que les automobiles qu'on voit qui se promènent partout, des systèmes de livraison, les motocyclettes électriques. Puis tu sais, c'est identifié par des plaques vertes, un peu comme au Québec, mais aussi par des plaques bleues pour les véhicules à essence. Puis il y a un clash dans tout ça par rapport à la facilité d'avoir un véhicule électrique là-bas, l'abordabilité. Et le fait de vouloir un véhicule à essence et d'avoir une plaque pour un véhicule à essence. Ghislain, tu peux peut-être nous en parler. On l'a constaté, on l'a vu de nos propres yeux. Oui, évidemment, je n'ai pas magasiné pour les enregistrements et les plaques, mais ce qu'on nous disait, le guide nous disait que pour immatriculer une voiture à essence, c'était au-delà de 22 000 $ canadiens pour acheter la plaque, puis que ça pouvait prendre 2-3 ans, alors qu'acheter une voiture électrique, c'était gratuit. Et vous l'avez immédiatement. Donc, si on veut avoir une voiture qu'on n'avait pas de plaque, déjà achetée, c'est vraiment l'électrique qui gagne. Puis ce qui est intéressant, comme Sébastien disait, c'est que c'est peut-être 2/3 des voitures qui circulaient dans les centres-villes qui étaient électriques. Mais quand on regarde les ventes, c'est pas nécessairement autant. Mais la Chine a aussi, les grandes villes ont aussi intégré des limitations pour les véhicules à essence à circuler en région urbaine. Il faut aussi comprendre que les véhicules qui roulent le plus, les taxis, sont tous électriques. Donc, ça fait une méchante différence. La même chose pour les mobylettes. Je n'ai pas vu une mobilette à essence tout le long que j'étais là, tout électrique. Je m'attendais à avoir une Chine où on voyait un smog, qu'on avait de la misère à respirer, que c'était cacophonique. C'est tout le contraire. J'arrive de Chine. Quand je suis allé en Europe, il y a 2 ans, en Italie, c'était, là, tu sentais le diesel, les mobylettes, tu voyais une traînée bleue. D'après moi, il y en avait encore beaucoup à 2 temps. J'ai pas vu ça en Chine. Là. J'ai vu des villes tranquilles, qu'on n'entendait pas beaucoup de moteurs, que l'air était respirable. Oui, c'était encore une ville de 24 millions d'habitants, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde. Il faut faire attention quand on marche sur les trottoirs parce qu'il y a des mobylettes qui circulent partout et on les entend pas venir. Mais c'est impressionnant comment les villes sont paisibles et vraiment l'air respirable pour une ville de cette envergure-là. Ghislain, ce qui transpire de ce que tu dis, puis je vais vous emmener là-dessus, le gouvernement chinois a quand même mis des règles hyper strictes là, en termes d'interdiction de voitures à essence dans les centres urbains, puis tout ça. Est-ce que les politiques qui, de toute évidence, fonctionnent bien là-bas quand on regarde le résultat, en tout cas, fonctionnent bien pour l'atteinte des objectifs, en tout cas, est-ce que c'est des façons de faire qui pourraient fonctionner ici, Sébastien? C'est-tu trop drastique pour nous, ce qu'ils font? Bien, c'est sûr, je ne parlerai pas du régime qu'ils ont en place. Non, je ne parle pas du régime politique, je parle des décisions en lien avec l'électrification. Je ne veux pas leur décision en tant que régime politique. C'est sûr que le gouvernement chinois s'implique beaucoup. Je pense que nos gouvernements
nous, sans parler de politique, mais il pourrait s'impliquer beaucoup plus. Il pourrait écouter et regarder ce qui se fait plus mondialement et en prendre un exemple. Parce que c'est clair que ça fonctionne. Mais tu sais, depuis qu'il y a eu la COVID en Chine, ils ont pris des mesures drastiques, justement, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de smog, énormément de pollution. Fait qu'ils ont tout réduit ça. Ça a vraiment amélioré la qualité de l'air, la qualité de l'environnement sonore aussi. C'est vraiment incroyable. Tu sais, on croise des véhicules, là, je vais nommer des BYD de ce monde, des Zen, des Xpeng, Xiaomi. Limite, il y en a énormément de sortes de véhicules qu'on n'a pas ici encore. Ce qui s'en vient naturellement, parce qu'avec l'accord Canada-Chine, avec BYD, on a entendu parler, les technologies sont incroyables. Puis la qualité de finition aussi de ces véhicules-là. Justement, parlons-en de ça, parce que, on rappelle que l'entente que le Canada et la Chine prévoit un volume de véhicules électriques, là, sous 49 000, là, je dis ça de mémoire, il me semble que c'est ça, 49 000, mais parmi lesquels un certain nombre, donc la moitié doit être des véhicules à plus bas prix, ce qui veut dire que théoriquement, on aurait la moitié des véhicules qui seraient des véhicules plus petits, plus bas de gamme ou plus d'entrée de gamme, je devrais dire. Puis une autre moitié qui, par contre, elle, pourrait être plus luxueuse, plus sophistiquée. Les véhicules que vous avez vus en Chine, qu'on n'a pas ici, est-ce que c'est des véhicules qui, selon vous, respectent nos standards et pourraient rouler sur nos routes? Ghislain? Ben, c'est certain que je n'ai pas vu les essais de collision pour ces choses-là. Donc, je vais parler plus de ce que je vois de la véhicule quand je me suis assis dedans, puis le sentiment de qualité. On est allé visiter quelques concessionnaires. On a vu BYD, j'ai vu aussi Xiaomi. Que ce soit des véhicules les plus modestes, les moins dispendieux, la qualité est là, elle est comparable à nos véhicules moins dispendieux ici. C'est sûr que quand tu paies moins, tu as un peu moins de qualité. Mais quand on tombe dans les Zeekr, dans les Xiaomi, qui est des véhicules de plus haute gamme, la qualité est vraiment là. Les matériaux, tu sens la fabrication qui est solide, tu sens les matériaux. Quand tu fermes la porte, tu l'entends fermer comme une BMW. Donc, j'ai aucun doute que la qualité est là. Moi, je conduis une Polestar 2 depuis 4 ans, puis la qualité est là. Je suis rendu à près de 90 000 km avec ma voiture, puis il n'y a aucun problème de qualité. Et on rappelle que Polestar est fabriquée en Chine. La Polestar en Chine, fabriquée en Chine, effectivement. Donc, les Chinois, quand on paie le prix, vont mettre la qualité, puis si on paie un peu moins cher, on va réussir à avoir des véhicules quand même avec une bonne qualité. Moi, je rajouterais une chose. Là, je me suis assis dans un véhicule, dans un showroom, puis j'aurais rapporté le banc pour l'installer dans l'avion, tellement que c'était confortable. C'est quand même des longues heures de vol. Mais moi, je ne suis pas allé, messieurs, en Chine, fait que là, je vous parle de ce que j'ai entendu. Hein, fait que ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a vraiment 2 gammes de véhicules et que le chinois moyen, donc le véhicule fabriqué pour le chinois moyen, est souvent assez basic parce que le chinois moyen, dans sa culture, avoir une voiture, c'est pas tout à fait ancré, puis les besoins qu'ils ont, ils ne sont pas axés sur le luxe vraiment. Donc, si on regarde ces voitures-là, elles sont en deçà des standards de confort qu'on a ici. Mais dès qu'on regarde les voitures un petit peu plus haut de gamme, celles qui sont fabriquées pour les gens là-bas qui veulent des voitures plus haut de gamme ou pour l'exportation, là, on tombe dans des niveaux haut de gamme équivalents, voire même supérieurs à ce qu'on est habitué de voir ici. Donc, il y a comme, c'est assez, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est assez partagé, là. Donc, c'est soit des petites voitures, presque pas de coffre, les portes pas isolées, là, un peu comme les premières BYD, les taxis BYD qu'on a eu à Montréal, c'était des BYD, mais BYD fait des voitures hyper luxueuses, puis fait des voitures hyper bas de gamme. C'est pas les hauts de gamme qui nous ont envoyé ces taxis ici. Fait que si on se base là-dessus pour dire c'est ça du BYD. Oui, Ghislain? En fait, nous, on n'a pas fait beaucoup de voyages en dehors des grandes villes. Personnellement, je suis resté dans les grandes villes. Puis on voit vraiment plus du haut de gamme. J'ai pas vraiment vu de véhicules plus bas de gamme. On a vu, oui, des taxis BYD de quelques générations passées. Mais je dirais que le Chinois moyen dans les grandes villes, se promène en scooter électrique. Il y a beaucoup moins de voitures. C'est vraiment des scooters sur les trottoirs. Là. C'est rempli de scooters. Puis, c'est vraiment ça, le moyen de transport. Surtout une ville comme Shenzhen, qui est une ville un peu tropicale, qui n'a pas d'hiver, qui fait tout le temps chaud. Ils sont tous en mobilette électrique. Donc, oui, il y a des voitures, là, mais c'est vraiment le moyen de transport privilégié, c'est le vélo et la mobilette électrique.
Et je rajouterais, tu sais, parce que j'avais été en Europe pour constater à quel point que l'efficacité des transports en commun, eux autres aussi ils ont compris, tu sais, les grands moyens de transport avec le TGV, c'est quand même impressionnant. On parle d'autres moyens de transport électriques. On va parler des métros super bien structurés. Tout est à l'heure, tu sais, sont vraiment ça coche là-dessus. Ah ouais. Oh, oui. Fait que la solution, c'est pas juste l'auto électrique. Non, c'est d'amener l'ensemble des transports. les transports Tout à fait. Ouais, ouais. bien synchronisés. Bien à l'heure. Oui, tout à fait. Et la mobilette et la trottinette ont aussi leur rôle qui est différent, mais quand on intègre tout ça, on fait un tout. C'est là qu'on a une solution gagnante. Vous avez parlé d'un ratio donc de voitures électriques très élevé dans une ville qui a des millions d'habitants. Ça veut donc dire des millions de voitures électriques. Ça veut donc dire des millions de voitures à recharger. Avez-vous vu les infrastructures de recharge? Ça ressemble à quoi? Ça se compare-tu ici? J'ai le goût de vous entendre là-dessus. Ghislain, vas-y donc. Ben, c'est un peu surprenant parce que je regardais Mobilette puis j'essayais de trouver comment il les rechargeait. Puis, on ne voyait pas beaucoup de prises. Puis, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a peut-être la moitié que c'est des batteries qui enlèvent, qui amènent dans leur appartement puis qu'ils rechargent sur le secteur de la maison ou de l'appartement plutôt, ou au travail. Ça, c'est pour les mobilettes. Pour les voitures, je dois t'avouer que dans les grandes villes, j'ai cherché les bornes de recharge rapide. Je n'ai pas vu beaucoup. C'est vraiment difficile à savoir. Là. J'ai essayé de les trouver. Je ne les voyais pas, mais de façon évidente, ça fonctionne. Ils ont des moyens de recharger. Mais où et comment? Je pense que j'aurais besoin d'une autre semaine en Chine pour vraiment les trouver puis analyser la façon qu'ils le font. Puis vous êtes des utilisateurs de voitures électriques d'expérience, donc vous avez l'œil habitué à les voir. Tu sais, souvent, les gens qui n'ont pas d'auto électrique disent il y en a-tu des bornes à Montréal? Ben oui, il y a plus de points de recharge à Montréal que de stations-service. Mais quand tu n'as pas l'œil habitué, tu ne les vois pas. Mais vous l'avez, l'œil habitué, puis vous ne les avez pas vus. Toi, la même chose pour toi, Sébastien? C'est la même chose, mais ils ont peut-être une autre stratégie pour le positionnement de ces bornes-là. C'est tellement grand et tellement dense que... Puis, tu sais, je veux pas... Nous, on les reconnaît au Québec parce qu'on est habitué de voir, exemple, un circuit électrique ou d'autres réseaux comme ça. On les reconnaît, mais tu sais, là-bas, c'est des infrastructures un peu différentes. On a vu chez BYD des infrastructures qu'on ne savait pas. Tu sais, on l'aurait vu à premier abord, puis on se serait dit, ben c'est quoi ça? Ouais. Et on a eu un crash course. Là. On est allé, on s'est fait intégrer là-dedans. Mais Ghislain voulait vous dire de quoi là-dessus? Oui, en fait, j'ai vu des chargeurs Tesla. J'ai vu des superchargeurs où il y avait peut-être une dizaine ou une douzaine de stations. Mais ce qu'on a vu, comme Sébastien mentionnait, on est allé chez BYD. On a vu la nouvelle station à 1,15 MW de puissance. Puis, qu'on a compris, parce que le monsieur, c'était un concessionnaire de voitures dans... C'était quoi? Je ne me rappelle plus le nom, mais c'était de BYD. Ouais. Dazen, OK. Ouais. Ce qu'il nous disait, c'est que BYD, la stratégie, c'était d'avoir des bornes plus puissantes pour que les véhicules rechargent rapide parce que le prix du pied carré ou du mètre carré en Chine, en centre-ville, est très, très, très dispendieux. Donc, ça coûte moins cher avoir des bornes de 1 mégawatt que de mettre plusieurs bornes, de recharger les véhicules rapides. Puis une des stratégies qu'il y avait, c'était de mettre des batteries à côté pour accumuler l'énergie pour éviter l'appel de puissance. Donc, c'est vraiment, là, ils s'en vont vers ça. La stratégie, c'est d'avoir des recharges ultra rapides pour réduire le nombre, étant donné les coûts d'infrastructure puis les coûts surtout le terrain pour mettre les bornes qui est très dispendieux. Ouais, c'est des réalités très différentes d'ici, où ici, de l'espace, on en a en masse. Hein. C'est vraiment... Mais de ces contraintes-là naissent d'excellentes idées, Sébastien? Ben c'est ça. Tu sais, Ghislain, on était au même endroit. Le chargeur qu'on a vu qui était caché, qu'on n'avait pas le droit de prendre de photos, vidéos, mais on l'a fait pareil. Là. Mais effectivement, une demande de puissance aussi grande qui était des chargeurs de 2,1 mégawatts. Là. On parle de chargeurs ultra puissants qui ressemble à ce que tu peux avoir comme expérience en mettant du gaz dans ton auto, 3 à 5 minutes, là, avec les nouvelles Blade Battery de BYD. Mais c'est sûr qu'eux autres, ils ont compris. Les batteries, c'est important pour faire la décharge de puissance puis éviter de mettre de pression sur le réseau. C'est une des raisons pourquoi on est allé. Hein? C'est pour comprendre cet élément-là de SIG Energy et amener ça au Québec, les meilleures pratiques, puis libérer le réseau, que ça soit plus simple. Forcément, ce qui s'en vient ici aussi va passer par là et on n'aura pas le choix. Là, quantité de véhicules, puis avec la puissance, les appels en puissance que ça va demander, si on ne fait pas de stockage, on y arrivera tout simplement pas. Messieurs, le temps file, donc on arrive déjà vers la fin, mais avez-vous vu des trucs technologiques
particulier, spécial, digne de mention, des affaires que vous, avant d'aller là, vous n'auriez pas cru que ça existait. Là, tu me parles d'une borne en haut de 2 mégawatts. C'est sûr que ça devait être une première pour vous de voir ça, mais avez-vous vu d'autres trucs? Parce que la Chine, c'est assez impressionnant au niveau du gadget, là. Ghislain? Ben moi, il y a quelques petites choses. J'ai pris le TGV entre Beijing puis Shanghai à 350 km/h. Ça, c'est très impressionnant, très doux. Je l'ai pris aussi de Beijing à Shenzhen. C'était un train de nuit. Donc, j'ai été à une couchette. C'est vraiment incroyable, le silence et la douceur de roulement. Donc, ça, c'est une des choses qui m'a impressionné. Puis la deuxième petite chose qui m'a impressionné, rendu à Shenzhen, j'étais dans un Holiday Inn Express. J'avais une chambre sur un coin avec des vitres partout. Puis le soir, j'ouvrais mes rideaux, j'étais couché dans mon lit. Je voyais tous les buildings avec des animations sur les buildings. Eux, les buildings, ils mettent beaucoup d'animations, des dessins animés. Puis à côté, il y avait un spectacle de drones. Fait que je voyais des drones qui faisaient comme des feux d'artifice. J'avais vu ça sur YouTube, là, mais j'avais jamais vu ça en réalité. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Sébastien? Ben, moi, toute l'automatisation, effectivement, les spectacles de lumière, les robots, des machines qui servent du café automatisé avec des robots, de la crème glacée. La qualité de fabrication, si tu vois les immeubles, là, ça pousse, là, mais c'est beau, c'est illuminé, l'architecture est incroyable, mais autant que c'est ultra moderne que quand tu t'en vas à Beijing, là, on tombe dans la culture plus chinoise, traditionnelle, avec les temples et tout, là. C'est un autre monde. Ouais. C'est vraiment un clash qui se côtoie entre la tradition orientale qui date de millénaires puis la modernité accélérée des dernières années. Fait que je tire la conclusion que vous avez aimé votre voyage, messieurs. Vous ne regrettez pas d'être allé. J'ai même, Ghislain, toi, t'as même étiré un peu. Ça se peut-tu? Toi, t'es pas resté un peu plus longtemps? Oui, ben, je me suis dit que tant qu'à traverser la planète puis à subir 17 heures de décalage horaire, j'allais profiter pour prendre 2 semaines. Donc, j'ai fait quelques jours de plus à Shenzhen, qui est proche de Hong Kong. Et je suis parti, mon avion partait de Hong Kong, justement. Wow. Ah, ben. Messieurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. Puis je pense que pour les auditeurs, c'est intéressant de voir, puis on a parlé de plein de choses, hein, on est allé dans toutes les directions, mais quand même, de rétablir un peu la perception. Il se fait des belles affaires là-bas, il se fait des affaires technologiques plus en avance que nous sur bien des trucs. Il se fait des trucs de qualité. Et puis, on a tout intérêt à tout de moins avoir la curiosité puis l'intérêt de voir ces choses-là puis de s'y intéresser. Chacun pourra faire son choix. Quand les véhicules arriveront ici, il y a peut-être des véhicules qui seront pour nous ou pas pour nous en fonction du modèle, de ce que ça fait puis de ce que ça coûte. Mais de ne pas partir avec le préjugé que pouvaient avoir nos parents qui, eux, tout ce qu'ils connaissaient de la Chine, c'était des affaires vendues au Dollarama, là, cheap. Ça a beaucoup changé la Chine, puis je pense qu'on a des belles surprises qui nous attendent et qui risquent de mettre aussi de la saine pression, parce que c'est pas parce qu'il arrive des belles affaires de la Chine qu'il se fait pas des belles affaires ailleurs, mais quand cette compétition-là va arriver, ben il y a peut-être des entreprises un peu plus locales qui vont se rappeler que ça serait le fun d'avoir des véhicules plus d'entrée de gamme, puis on n'est pas obligé d'avoir des véhicules à 75 000 tout le temps pour partir, là. Il se fait des belles affaires ailleurs, donc c'est toujours bon d'avoir cette compétition-là. Merci d'avoir partagé votre véhicule avec nous. Donc, Sébastien Potier, Ghislain Jeune, merci. Merci beaucoup, Martin. Merci, Martin. Vous conduisez un véhicule électrique ou hybride? Votre atelier Napa AutoPro NextDrive a la solution pour son entretien et ses réparations, tout en gardant votre garantie du manufacturier. Chez NextDrive, nos techniciens sont certifiés et formés aux technologies de demain, utilisant les outils et les logiciels les plus récents, et ce, pour toutes les marques et tous les modèles. Que ce soit pour une inspection annuelle, une réparation spécialisée ou des conseils sur votre véhicule électrique, votre centre de service Napa AutoPro NextDrive vous offre un service personnalisé, fiable et rapide. NextDrive, le réseau national d'ateliers Napa AutoPro indépendant certifié pour les véhicules de nouvelle génération avec une garantie qui s'étend partout au Canada. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et donnez à votre véhicule le service qu'il mérite. Visitez le napanextdrive.ca. Votre véhicule électrique vous dira merci. NextDrive, votre solution pour l'entretien et la réparation des véhicules électriques.
La chronique L'envers du panneau vous est présentée par Précision PPF Vitres teintées, les experts en esthétique et protection automobile. 450-490-4488 ou sur Facebook Précision PPF Vitres teintées. La chronique L'envers du panneau fait exceptionnellement relâche ce mois-ci. On vous passe à la place un nouvel épisode des chroniques Retour dans le rétro. On écoute à l'instant. Retour dans le rétro. Votre capsule historique sur la petite histoire des voitures électriques. Si on pense à l'électrique, on imagine souvent des voitures urbaines, de petits véhicules agiles ou même des bus. Mais qu'en est-il des transports lourds? Des camions qui parcourent des milliers de kilomètres chaque année, chargés de marchandises et traversant des continents, allant des chaînes de production aux supermarchés. Comment l'électrique a-t-il pu s'imposer dans ce secteur, souvent vu comme impossible à électrifier? Le défi était de taille. Mais tout a commencé par un rêve, rendre les poids lourds plus propres et plus économiques. Les premiers camions électriques sont apparus dans les années 2000, mais ils étaient souvent dérisoires, utilisés uniquement pour des petites distances urbaines dans le cadre de livraisons locales. L'idée d'un camion de longue distance, totalement électrique, semblait un pari risqué, voire impossible. Ces véhicules devaient transporter des charges lourdes, parcourir des distances impressionnantes et surtout rivaliser avec les camions diesel qui offraient une autonomie bien plus grande et des temps de charge quasi inexistants. Mais comme pour tout secteur, l'innovation ne tarde pas à frapper. En 2014, la première initiative majeure dans ce domaine est lancée par la société Tesla qui dévoile son projet Tesla Semi, un camion électrique capable de transporter jusqu'à 36 000 kg de marchandises et surtout un modèle capable de parcourir jusqu'à 800 km avec une seule charge. Ce camion, qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, est une véritable révolution pour l'industrie du transport. Elon Musk ne se contente pas de changer la voiture, il veut réinventer le transport de marchandises. D'ailleurs, lors de la présentation du Tesla Semi en 2017, Elon Musk déclare « Nous allons prouver qu'il est possible d'avoir un camion plus puissant, plus économique et plus écologique, tout en réduisant les coûts de fonctionnement. » Le Tesla Semi a eu un impact immédiat. Malgré son retard à la production en série, il a attiré l'attention des grands acteurs du secteur tels PepsiCo et Walmart, qui ont déjà passé des précommandes en attendant la sortie officielle. Et ce n'est pas tout. Ce camion ne se contente pas d'être électrique. Tesla a voulu aller encore plus loin avec des caractéristiques innovantes, une accélération fulgurante, un pilotage assisté et une économie en énergie record qui permet aux entreprises de réaliser d'énormes économies sur le long terme. Mais Tesla n'est pas la seule dans cette aventure. En Europe, plusieurs autres acteurs prennent les devants. La société Volvo, déjà bien établie dans le secteur des poids lourds, se lance également dans l'électrique. En 2018, elle présente son camion Volvo FL Electric destiné aux livraisons urbaines. Ce camion, plus petit, se distingue par son design et son efficacité, offrant une solution parfaitement adaptée aux zones urbaines densément peuplées. Ensuite, c'est au tour de Daimler avec son Mercedes-Benz e-Actros, également un poids lourd électrique pour les livraisons locales. Là encore, ces camions montrent que l'électrique peut être rentable, efficace, mais surtout beaucoup moins polluant. L'électrification des camions est la clé pour réduire les émissions de CO2 dans le secteur du transport de marchandises. Nous allons au-delà des simples voitures particulières. Alors pourquoi cette transition vers l'électrique dans le secteur des poids lourds? La réponse est simple, les coûts d'exploitation. Les camions à diesel sont extrêmement coûteux à entretenir et le prix du carburant fluctue sans cesse. Mais l'électrique, avec ses coûts d'entretien réduits et ses batteries qui coûtent de moins en moins cher, est une alternative de plus en plus attractive pour les entreprises. Ce qui semblait impossible il y a seulement 10 ans devient aujourd'hui une réalité économique. Mais la véritable question reste la même.
qu'en est-il de l'autonomie et de la recharge rapide des camions électriques? Bien que les véhicules électriques poids lourds soient encore en phase de transition, le secteur a bien compris qu'il y avait un potentiel énorme à exploiter. Et c'est pourquoi les bornes de recharge ultra rapides deviennent un enjeu majeur. En Europe, des entreprises comme Ionity ou Volta, aux États-Unis, les Tesla Supercharger ou encore au Québec, le circuit électrique, sont en train de déployer un réseau de bornes ultra rapides capable de recharger ces géants de la route en un temps record, permettant ainsi des trajets sur de longues distances sans temps d'arrêt interminable. Alors que la demande de camions électriques ne cesse d'augmenter, les perspectives à moyen terme sont plutôt optimistes. Dans les prochaines années, nous assisterons à une généralisation des camions électriques pour de nombreuses livraisons longue distance. L'un des défis à surmonter sera la construction des réseaux de recharge adaptés, mais avec l'augmentation des investissements dans les infrastructures et la réduction des coûts des batteries, les camions électriques sont sur le point de devenir une réalité incontournable. L'avenir du transport de marchandises est donc en pleine révolution. Avec des camions électriques qui deviennent de plus en plus accessibles, il est clair que l'industrie du transport est sur le point de connaître une transformation écologique majeure. Et cette évolution se poursuivra au fil des années dans un secteur où la réduction des émissions est essentielle. Nous vivons dans une époque de réinvention et l'électrique est en train de se répandre dans des endroits où on ne l'attendait pas. C'était Retour dans le rétro. La prochaine fois, nous reviendrons sur l'histoire fascinante de la recharge des véhicules électriques, de ses débuts complexes à son réseau mondial d'aujourd'hui. Voici les événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. En fait, c'est relativement calme, mais quand même un gros événement. Ce week-end, donc, du 9 au 12 avril 2026, au complexe Branchaud-Brière, sur le boulevard Labrosse à Gatineau. C'est le salon de l'auto de l'Outaouais. Donc, des voitures électriques, hybrides branchables et des voitures à essence aussi. Donc, c'est un salon de l'auto, donc de tous les types de véhicules. Il y aura des essais routiers. Les bénévoles de l'Association des véhicules électriques du Québec seront sur place. Je donnerai également des conférences le samedi en après-midi. Donc, ne manquez pas ça, Salon de l'auto de l'Outaouais 2026, ce week-end. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et nos collaborateurs, c'est-à-dire Sébastien Potier, Ghislain Lejeune et Sébastien Côté. À la recherche, Martin Archambault, nos chroniqueurs Stéphane Daou, Marco Dumais, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à l'AVEC, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solutions, Précision PPF Vitre teintée, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Roger Bénard Rénovation, le balado Passé décomposé, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com, mais pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule. Les 10, 11, 12 avril, c'est le Salon de l'Auto de l'Outaouais, 5e édition. Véhicules à essence, électriques et hybrides. 23 concessionnaires, plus de 170 véhicules. Et c'est routiers, conférences et plus encore. Nouveautés, véhicules récréatifs sur place. Complexe Branchaud-Brière à Gatineau.